L'année qui suivit mon arrivée à Edo, c'est-à-dire l'hiver de l'an 6 de l'ère Hansei, 1859, le gouvernement des Tokugawa déclara qu'il allait envoyer un bateau de guerre en Amérique. Il prenait là une décision sans précédent depuis la fondation du Japon. Même si j'ai parlé de bateau de guerre, ce bateau était extrêmement modeste. Sa machine à vapeur d'une puissance de 100 chevaux ne brûlait de combustible qu'à l'entrée et à la sortie des ports. Au cours des traversées, il fallait le diriger à la seule force du vent. On l'avait fait venir de Hollande 2 ou 3 ans auparavant pour le prix de 25 000 ryo en pièces d'or. Son nom était le Kalin Maru. Le commandant du navire était Kimura Setsu no Kami, gouverneur de la marine de guerre de l'époque, et le commandant en second, Katsu Rintaro. Cette traversée du Kalin Maru était une entreprise d'importance qui se déroulait pour la première fois depuis la fondation du Japon. Et chacun des officiers d'équipage mettait un point d'honneur à ce qu'il n'y eût que des Japonais à bord. Cependant, à cette époque, se trouvait à Yokohama le capitaine Brooke. Le capitaine Brooke était un Américain qui avait fait naufrage au large d'Oshima alors qu'il sondait le fond de l'océan Pacifique à bord d'un petit voilier. Il avait été secouru et se trouvait sous la protection du gouvernement des Tokugawa. Sous l'autorité de ce capitaine, il y avait un officier en second, un médecin et 4 ou 5 matelots. Après avoir séjourné quelque temps à Yokohama, ils apprirent qu'un navire de guerre japonais partait pour San Francisco et ils voulurent saisir cette opportunité pour rentrer dans leur pays. L'affaire était sur le point d'être conclue quand les membres de l'équipage japonais dirent qu'ils refusaient d'embarquer les Américains à leur bord. Parce que, prétendaient-ils, s'ils ramenaient ces hommes chez eux, on penserait qu'ils s'étaient fait accompagner par des Américains. Comme il y allait de leur honneur de Japonais, ils s'obstinaient à ne pas les laisser embarquer. Le gouvernement sembla s'en inquiéter quelque peu, mais il s'imposa finalement ces hommes et les fit monter à bord. Le commandant, Kimura Setsu no Kami, occupait les fonctions de gouverneur de la marine de guerre. Comme officier du grade le plus élevé de la marine, il se devait d'emmener une suite convenant à son rang. Quant à moi, j'avais vraiment l'intention d'aller en Amérique sur son bateau, mais je ne connaissais pas du tout Kimura. Étant juste arrivé d'Osaka l'année précédente, je ne pouvais entretenir de relations avec un fonctionnaire du Bakufu tel que lui. Or, par chance, il y avait à Edo un médecin du nom de Katsuragawa, qui pratiquait la médecine hollandaise auprès du Bakufu. Je m'adressai donc à Katsuragawa et le sollicitai avec insistance. Ne pouvait-il s'entremettre, car je désirais aller en Amérique en me joignant à la suite du seigneur Kimura. Ayant obtenu une lettre de Katsuragawa, j'allai chez Kimura, à qui j'exposai ma requête. Mais Kimura me donna son accord sur le champ. « Fort bien, il m'emmenait, me dit-il. C'est ainsi que cela se passa. À la réflexion, dans les conditions de l'époque, gagner l'étranger par la mer était sans doute un fait unique depuis la fondation du Japon, mais c'était surtout une expédition dangereuse qu'on entreprenait au péril de sa vie. Kimura, en tant que gouverneur de la marine de guerre, avait évidemment des serviteurs. Il en avait certes, mais alors que ceux-ci ne montraient nul empressement pour partir, je me portai volontaire, quoi qu'il advînt, pour être du voyage. Je passai à la vérité pour un type bizarre. Je devais être comme un cadeau tombé du ciel. Je fus immédiatement agréé et admis dans la suite du capitaine. Le Kalin Maru fit voile au cours du premier mois de l'an 1 de l'ère Manen, 1860. Il se dirigea vers le large face à Shinagawa et vogua d'abord vers Uraga. À Uraga se produisit un fait curieux. Les membres de l'équipage du bateau étaient tous jeunes, et puisque le moment était venu de faire nos adieux au Japon, quelqu'un demanda si on ne débarquerait pas à Uraga pour aller boire. Tous approuvèrent. Nous mîmes pied à terre et allâmes dans ce qui semblait être une maison de thé où nous bûmes tant et plus. Las! Au moment de rentrer sur le bateau, triste manie du vol, vraiment, j'aperçus un bol à gargarisme sur une étagère dans le couloir de la maison de thé. Et, me disant que cet objet pourrait m'être de quelque utilité dans le bateau, je le dérobai furtivement. Cela se passait en hiver, nous faisions voile par gros temps. Jour après jour soufflait un grand vent, et il n'était guère aisé de manger à table avec des bols et des coupes contenant les aliments. Or, le bol à gargarisme que j'avais volé me servait bien. Je le remplissais de riz, y versais dessus de la sauce, tout ce que je pouvais trouver, et mangeais debout. L'objet ne m'encombrait pas, et il m'était extrêmement utile. Je l'emportai jusqu'en Amérique, je m'en servis tous les jours, même pendant la traversée du retour, et le rapportai finalement au Japon, où je le gardai parmi mes ustensiles. Plus tard, quand je me renseignai, l'on me dit que cet endroit où nous avions mangé et bu en débarque à Uraga était une maison de rendez-vous. Je ne le savais pas alors, ainsi ce grand bol devait être le bol à gargarisme d'une fille de joie. En y pensant, cela me parut dégoûtant. Il était curieux que ce bol m'eût été précieux pendant la traversée, qu'il eût été comme un unique trésor.
Ensuite, le bateau gagna le large et mit le cap au nord. Puis en cours de route, l'eau diminua. La question d'un arrêt à Hawaï fut posée. En continuant, tout en supportant la privation, sans s'arrêter à Hawaï, on arriverait dans les délais. Mais si on se montrait prudent, on relâcherait dans un port et on s'approvisionnerait en eau. Que faire? On irait finalement jusqu'à San Francisco directement sans s'arrêter à Hawaï. Cette décision étant prise, l'eau fut rationnée. Il fut entendu qu'on n'en consommerait plus du tout, sauf pour boire. Or, un fait survint alors qui émut vivement les hommes. Il y avait dans le bateau 4 ou 5 marins américains qui étaient enclins à utiliser l'eau. Quand on dit au capitaine Brooke qu'il consommait l'eau de manière alarmante, celui-ci s'exclama « S'ils prennent l'eau, qu'on les fusille sur le champ. Puisque ce sont des ennemis de l'équipage, il est inutile de discuter. Il ne sert à rien de les interroger sur leurs raisons. Passez-les par les armes immédiatement. » En toute logique, c'est ainsi qu'il fallait procéder. Il appela les marins. S'ils prenaient l'eau, on les fusillerait, qu'ils réfléchissent. L'eau fut alors économisée. On n'épuisa pas les réserves et les 96 hommes parvinrent tous à San Francisco sains et saufs. Pendant ce voyage, il me parut que j'avais bien résisté physiquement. Pas une seule fois je n'avais eu peur. Je me moquais souvent de mes compagnons de route. Tout cela n'est rien, vous ne l'avez encore jamais vécu, mais imaginez que vous êtes dans une prison et qu'il se produit chaque jour, chaque nuit, un grand tremblement de terre. N'est-on pas mieux ici? Je ne faisais que rire et ne croyais pas un instant que le bateau pût faire naufrage. Il semblait que la foi en l'Occident m'était chevillée au corps. Je ne pensais pas du tout qu'il y eût lieu d'avoir peur. Nous arrivâmes à San Francisco sans incident. À peine avions-nous accosté que tous les notables de la région vinrent jusqu'au bateau pour nous exprimer leurs félicitations en guise de première manifestation de bienvenue. La foule des curieux était dense. Il avait été décidé de tirer un coup de canon de la terre pour l'occasion. Si l'on tirait de la terre, le Kalun Malu se devait de répondre par un tir d'artillerie. Et j'ai une anecdote amusante à raconter à ce sujet. Katsu Lintalo, bien que commandant et second du capitaine Kimura, n'avait absolument pas le pied marin. Il avait été comme un malade pendant la traversée et n'avait pu sortir de sa cabine. Cependant, au port, tandis qu'il donnait tous les ordres en sa qualité de commandant, surgit la question du salut d'artillerie. D'après Katsu, c'était hors de nos possibilités. Plutôt que d'essuyer un échec avec un tir imparfait, mieux valait, disait-il, ne pas tirer. L'officier de navigation, Sasakura Kiritaro, répliqua. « Pas question de ne pas tirer. Je vais vous montrer comment faire. Sottise, ma tête à couper si vous y parvenez. » Ainsi moqué, Sasakura se rebiffa. Il montrerait comment répondre au salut. Il donna des instructions aux matelots, nettoya le canon, prépara la poudre et mesura le temps avec un sablier. Le tir d'artillerie fut splendide. Sasakura n'était pas peu fier. Comme tout avait bien fonctionné, la tête de Katsu lui revenait. Mais il fit rire tout le monde à bord en disant qu'il allait laisser quelque temps sa tête à son propriétaire, car il restait beaucoup à faire pendant le voyage. En tout cas, il n'aurait pas pu mieux réussir ce tir d'artillerie. À peine avions-nous débarqué à San Francisco qu'on vint à notre rencontre avec des voitures à cheval. Dans un hôtel du centre de la ville où d'abord nous nous reposâmes, accoururent en grand nombre, je ne sais si c'étaient les membres de la municipalité, en tout cas les notables de la ville. Divers banquets et réceptions suivirent, et puis, non loin de San Francisco, il y avait une base maritime dans un endroit appelé Mare Island. Les Américains prêtèrent la résidence officielle de ce port de guerre à l'équipage du Kalin Malu en guise d'hébergement. Ils mirent le bateau en cale sèche et le réparèrent parce que, disait-il, il avait subi des avaries pendant la traversée. Pendant notre séjour, ils devaient nous fournir naturellement notre nourriture et tout ce dont nous avions besoin. Mais les Japonais, à commencer par les marins, ne s'habituaient pas à la nourriture occidentale. Ils prétendaient ne pouvoir manger autrement qu'à la mode japonaise. Alors les Américains laissaient les Japonais préparer leur propre cuisine. Toutefois, comme ils savaient que les Japonais aimaient à l'ordinaire le poisson, ils leur en apportaient chaque jour. Ou bien, comme on leur avait dit que les Japonais aimaient les bains, ils leur en préparaient aussi chaque jour. De temps en temps, ils nous invitaient à venir à San Francisco. Nous prenions un bateau et ils nous emmenaient à l'hôtel où à chaque fois se déroulaient des festivités. Or, absolument tout nous déconcertait. Nous fûmes surpris, par exemple, rien qu'en apercevant une voiture à cheval, car c'était la première fois que nous en voyions. Il y avait là une voiture à laquelle étaient attelés des chevaux. Nous aurions pu comprendre que c'était un moyen de locomotion, mais au premier coup d'œil, cela nous échappa. Quand nous ouvrîmes la porte et entrâmes, le cheval s'élança. Évidemment, c'était une voiture tirée par un cheval. Nous le découvrions pour la première fois. Quand on nous emmena à l'hôtel, nous vîmes un tapis étendu par terre. Qu'était-ce que ce tapis ?
Cette étrange matière dont au Japon les gens opulents achetaient à grand prix un sun carré et qu'ils utilisaient pour faire des bourses ou des tabatières, était étendue sur la surface énorme de 8 à 10 tatamis au moins. Il eût été d'une stupéfiante extravagance de marcher dessus avec des chaussures. Mais puisque les Américains la foulaient aux pieds sans une hésitation, avec les chaussures qu'ils portaient en ville, nous aussi nous marchâmes dessus avec nos sandales de chanvre. Quand nous fûmes dessus, tout à coup on apporta du vin. Lorsqu'on déboucha la cruche, une détonation inquiétante se fit entendre. Ce qui nous avait paru tout d'abord bizarre était du champagne. Nous ne savions pas non plus ce qui flottait dans nos coupes. Nous ne pouvions imaginer qu'il pût y avoir de la glace par le temps tiède du 3e ou du 4e mois. Chacun avait une coupe devant lui. Que dire du spectacle que nous donnions en buvant ce vin? Parmi les Japonais assis en rang, certains avaient mis dans la bouche ce qui flottait dans la coupe et crachaient, saisis de stupeur. D'autres ne crachaient pas mais mâchaient en grinçant des dents. Nous comprenions enfin qu'il y avait de la glace dans nos verres. Je voulus ensuite fumer. J'allumai ma pipe au poêle puisqu'il n'y avait ni plateau à tabla, ni cendrier de bambou. Sans doute devait-il y avoir des allumettes, mais ne reconnaissant ni les allumettes, ni quoi que ce fût d'autre, j'allumai ma pipe au poêle par une aspiration. Cependant, en l'absence de cendrier de bambou, je n'avais décidément pas d'endroit où déposer mes cendres. Alors je sortis un papier de devant mon kimono, j'y soufflai les cendres, les écrasai bien soigneusement, et les pressai pour que le feu n'y prît pas. Puis je les mis dans la manche de mon kimono. Au bout d'un petit moment, quand j'eus encore envie de fumer, je remarquai de la fumée sortant de ma manche. Comment aurais-je pu le prévoir? Le feu des cendres que je pensais avoir bien éteinte s'était communiqué au papier. J'étais sidéré en voyant de la fumée s'en dégager. Il en allait de même pour tout. De ma vie, je n'avais jamais été une jeune mariée. Mais quand la fiancée entre dans une maison qu'elle ne connaît pas, elle est entourée de personnes qu'elle n'a jamais rencontrées qui lui causent, l'une riant, l'autre badinant au milieu d'elle. Elle est seule à garder son calme et à se composer de bonnes manières. Elle veut qu'on ne puisse se moquer d'elle, mais elle est gauche au contraire et son visage s'empourpre. Ses tourments, je pouvais le deviner qu'ils étaient semblables aux miens. L'étudiant ouvert et franc qui, jusqu'à ce qu'il quittât le Japon, se vantait d'aller seul son chemin sans se soucier de la vie des autres, ni craindre qui que ce fût, trouvait lui-même étrange d'être devenu petit comme une jeune mariée en venant pour la première fois en Amérique. Ensuite, très souvent, ces dames et ces messieurs nous parlaient de dancing et nous disaient qu'ils allaient nous montrer. Eh bien, nous y allâmes pour voir, mais nous nous sentîmes égarés. Les hommes et les femmes virevoltaient avec une allure bizarre dans tout le salon. C'était d'une drôlerie irrésistible. Toutefois, pensant qu'il eût été malséant de pouffer de rire, nous prîmes sur nous le plus possible et regardâmes en nous efforçant de ne pas nous esclaffer. Mais cela aussi, dans les premiers temps, était très pénible. Même pour les petites choses, il en allait comme je viens de le dire. Nous ne comprenions rien aux coutumes et aux mœurs de cette société. Il y avait alors un endroit appelé Vallejo, non loin de Mare Island, où vivait un médecin hollandais. Comme les Hollandais entretenaient de proches relations avec les Japonais, ce médecin voulut inviter le commandant Kimura. Il lui proposa de venir chez lui. Nous nous rendîmes donc dans la maison de ce médecin qui semblait être une maison de campagne à la mode de ce temps-là. On nous servit le repas, puis sa femme, chose tout à fait insolite, apparut. Elle s'installa en prenant toutes ses aises dans le salon, et tandis qu'elle s'occupait des invités avec force attention, le maître de maison, lui, s'affairait çà et là, en veillant au bon déroulement du service. C'était curieux. Ils agissaient exactement à l'opposé du Japon. Le maître de maison aurait dû converser avec ses invités et son épouse prendre soin du repas. Cela nous sembla vraiment étrange. Quant à ce que l'on nous servit, on présenta un porcelet entièrement rôti. Cela aussi nous laissa pantois. Quoi? Nous étions ahuris, nous avions tout à fait l'impression d'être à Adachi-Gahara. Nous eûmes copieusement à manger, puis on nous demanda si nous ne repartirions pas à cheval. L'idée était plaisante, il y avait longtemps que ça ne nous était arrivé. Nous irions à cheval, nous empruntâmes les chevaux du médecin et les montâmes. Le commandant Kimura, Hatamoto du shogun à Edo, était un bon cavalier. À Edo, il ne se passait pas de jour qu'il ne pratiquât l'équitation. Comme il enfourchait sa monture et la lançait au galop, les Américains s'étonnèrent et eurent l'air perplexes en disant que les Japonais savaient monter à cheval. Ainsi, nous ignorions toutes les conditions dans lesquelles nous vivions, les uns et les autres. Puis les Américains nous emmenèrent visiter des usines dans plusieurs endroits. Là, pour une raison mystérieuse, on ne s'éclairait pas l'électricité. Cependant, le télégraphe existait. Et puis, on appliquait réellement les lois de la galvanisation des métaux.
Pour les Américains, les Japonais ne pouvaient connaître de tels phénomènes, même en rêve. Alors ils nous les montraient, mais nous les connaissions fort bien. Voici un télégraphe. Voici ce qu'on réalise avec l'énergie électrique de Galvani. Voici encore une sucrerie. Une ébullition est rapide si on crée un vide parfait dans un grand four. Les Américains nous l'expliquaient obligeamment, mais nous savions que dans un vide parfait, l'évolution se produit plus vite. De même, savions-nous très bien que pour raffiner ce sucre, on utilisait comme filtre de la poudre d'eau séchée. Nos interlocuteurs, présumant que nous n'avions pas la moindre idée, nous enseignaient avec amabilité. Mais nous, au Japon, nous n'avions fait qu'explorer ces questions durant des années. Elles n'étaient donc pas pour nous surprendre. Ce qui nous étonna cependant, quand nous allâmes sur les décharges ou sur la plage, ce fut la quantité impressionnante de fer. En effet, des bidons d'huile et toutes sortes de boîtes de conserve vides y étaient abandonnées en grande quantité. C'était singulier. À Edo, lors d'un incendie, on se précipitait sur les décombres pour amasser les clous. Or en Amérique, le fer était jeté comme un détritus. Pour moi, c'était vraiment étrange. La cherté de la vie nous surprit aussi. Un panier d'huîtres coûtait un demi-dollar, et ce panier ne contenait pas plus de 20 à 30 huîtres. Cet endroit était épouvantablement cher, c'était stupéfiant. Nous ne comprenons absolument rien à la société, à la politique, à l'économie. À ce propos, je posai à quelqu'un une question qui m'était tout à coup venue à l'idée. Je lui demandai ce qu'étaient devenus les descendants de Washington. Quand l'homme me répondit qu'il devait avoir pour descendant une femme dont on ne sait ce qu'elle était devenue, et qui s'était probablement mariée, sa réponse fut si froide que je ne sus que penser. C'était une énigme. Tout en sachant évidemment que l'Amérique était une république dont le président changeait tous les 4 ans, je prenais les descendants de Washington pour des personnalités considérables. Une réponse comme celle-là m'étonna. Je me souviens bien encore aujourd'hui de l'impression de mystère qu'elle me laissa. En ce qui concernait les sciences, je n'éprouvais jamais la moindre surprise, mais pour ce qui était de la société, je n'avais aucun point de repère. Comme je l'ai dit, les Américains prirent grand soin de nous. Non seulement ils mirent le bateau en cale sèche et le réparèrent, mais ils eurent de délicates attentions, allant jusqu'à fabriquer, par exemple, des coffres que les membres de l'équipage avaient à portée de main. Au moment de rentrer, une fois les réparations achevées, nous voulûmes payer la remise en état du bateau et les autres frais. Mais ils se mirent à rire. De quels frais parlions-nous, semblait-il demander? Il n'en était pas question. Malgré notre insistance, ils n'acceptèrent pas de prendre de l'argent. À ce moment-là, l'interprète Nakahama Manjiro et moi-même, nous achetâmes chacun le dictionnaire Webster. Ce fut la première fois que le Webster fut importé au Japon. Après cette acquisition, je ne laissais plus de désir insatisfait. Je pouvais prendre la mer sans regret. Nous quittâmes San Francisco, salués par un tir d'artillerie, et décidâmes cette fois de faire escale à Hawaï. Nous emmenions 2 ou 3 marins américains, mais en l'absence du capitaine Brooke, il n'y avait que de vrais Japonais. Tant bien que nous nous trouvâmes à Hawaï et fîmes relâche, nous restâmes 3 ou 4 jours. Nous levâmes l'ancre après avoir effectué le plein de charbon. À ce moment-là prend place une histoire de peu d'importance, mais curieuse. Comme je l'ai déjà dit, non seulement par tempérament je n'ai jamais été fréquenter les quartiers de plaisir, mais je n'ai jamais raconté non plus d'histoire équivoque sur le sujet, au point que mes compagnons de voyage devaient me prendre pour un type un peu bizarre. Ainsi, quand nous quittâmes Hawaï ce jour-là même, je leur montrai alors une photographie de moi en compagnie d'une jeune femme américaine. Était-elle une geisha, une prostituée ou une jeune fille de bonne famille? Évidemment, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas le deviner, et je les raillai. Vous avez longuement séjourné à San Francisco, mais vous ne seriez pas capable de vous faire photographier en compagnie d'une femme. C'était la fille du photographe, elle devait avoir 15 ans. Nous étions déjà allés chez ce photographe, mais ce jour-là, il pleuvait. Puisque la jeune fille s'y trouvait, quand je m'y rendis, seule, je lui proposai de se faire prendre en photo avec moi. Étant américaine, elle ne s'en formalisa pas. Elle accepta et nous fûmes photographiés ensemble. Lorsque je leur fis voir cette photo, les jeunes officiers du bateau furent très surpris. Mais à leur grand regret, ils ne pourraient poser avec cette jeune fille, puisque je m'étais tue et je leur avais caché la photo. Certains se seraient en effet dépêchés de m'imiter si je leur en avais parlé à San Francisco. Au retour, je pense que nous empruntâmes la route du sud. À la différence de l'allée, la mer était très calme. L'année comportait un mois intercalaire. En l'incluant, nous arrivâmes le matin du 5e jour du 5e mois à Ulaga. À peine étions-nous arrivés à Ulaga, où l'usage nous contraignait à jeter l'ancre, que nous voulûmes d'abord, avant toute autre chose, nous raser et prendre un bain. L'eau étant en quantité à peine suffisante pour se rincer la bouche, nous n'avions pu évidemment prendre un bain d'eau chaude pendant les dizaines de jours passés à bord du bateau. Nous étions sales et nos cheveux étaient emmêlés.
Nous montâmes dans un petit canot, mîmes pied à terre et vîmes rassembler en foule à Ulaga les gens de Kimola, parmi lesquels l'un des vassaux, Shima Yasutaro, l'intendant de sa maison, venu jusqu'au rivage à notre rencontre. Descendu le premier sur la terre ferme, je vis Shima. Entre notre départ pour l'Amérique au début du premier mois et notre arrivée à Ulaga, nous avions été sans nouvelles du Japon, puisqu'il n'existait ni courrier ni liaison par bateau. Durant cette période, 6 mois à peine s'étaient écoulés, mais nous ne savions rien de l'état de notre pays. Et il nous semblait presque ne pas l'avoir revu depuis 6 ans. Je vis par hasard Shima sur le rivage d'Ulaga. Eh, ça faisait bien longtemps. À propos, les choses n'avaient-elles pas changé au Japon? Shima Yasutaro pâlit. Aussi, elles avaient changé. S'étaient passés au Japon de terribles événements. Je l'interrompis. Attendez un peu, Shima-san, n'en dites pas plus. Je vais essayer de deviner. Puisque vous prétendez que c'est terrible, ne serait-ce pas que les Ronin de Mito ont envahi la résidence du seigneur Kamon? Shima en fut stupéfait. Comment savez-vous une chose pareille? D'où de qui le tenez-vous? Que je l'ai entendu dire ou pas, le fait est que je le sais. Disons que c'est en examinant les traînées de brume dans le ciel que j'ai pensé que cela s'était peut-être produit. Eh bien, vous m'étonnez vraiment. Ils ne se sont pas contentés d'envahir la résidence, voici ce qui s'est passé. Il me fit le récit des émeutes de Sakura-Damon, et comme il me les racontait, je trouvais tout à fait curieux qu'ils eussent éclaté presque par surprise. Depuis l'année précédente, nous étions dans un monde où l'idée de rejet de l'étranger commençait peu à peu à se répandre. Pendant notre séjour en Amérique, le commandant avait acheté un parapluie chauve-souris. Tous s'en approchaient, le tournaient en tous sens, s'étonnaient de son étrangeté, et se demandaient ce qu'il arriverait si le commandant rapportait son parapluie au Japon et se promenait dans la rue en l'ouvrant au-dessus de sa tête. Eh bien, il n'y avait aucun doute à ce sujet. En allant de sa résidence, de Shinzenza jusqu'à Nihonbashi, le commandant serait certainement taillé en pièces par les Ronin. Cet objet n'avait en fin de compte d'autre utilité que d'être ouvert de temps à autre à l'intérieur de sa résidence. Dans une telle société, au lendemain de notre retour, le rejet de l'étranger devenait de jour en jour plus virulent. Voilà, c'était le récit de Monsieur Fukuzawa aux États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je pensais éventuellement faire une autre vidéo sur Monsieur Fukuzawa, notamment sur son voyage d'1 an en Europe, où il a joint une autre expédition japonaise. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo, likez, partagez, etc. Et passez une bonne journée.